Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour le LGF, le grand forum, avec aujourd'hui Nadia Cherif, notre banquière, militante associative, prof de yoga. Bonjour Nadia. Bonjour à toi et à tous. Jimmy Dalido, notre syndicaliste, auteur. Salut mon Jimmy. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va, merci. Et puis Farid Tamsamani qui nous rejoindra et qui, comme d'habitude, est très à l'heure. Alors un programme très chargé les amis. Aujourd'hui avec tout à l'heure Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri qui, vous le savez, est toujours en prison et incarcérée de manière arbitraire en Israël. Elle sera avec nous, son épouse Elsa Lefort, pour nous parler d'un prix qui va lui être remis jeudi 1er décembre par une fédération. On en saura plus et davantage tout à l'heure. La belle histoire des génériques avec Mam, bien entendu, le quiz, les pronos pour les matchs de demain et notamment un France-Tunisie qui nous intéresse particulièrement. Et puis on sera à côté musique avec un artiste qui sera au Cabaret Sauvage ce vendredi 2 décembre, La Besse. Dans quelques minutes, évidemment, c'est parti pour le LGF. Bienvenue tout le monde. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Amis auditrices, auditeurs, Nadia, Jimmy, nous prenons tout de suite, et pour commencer cette émission, la direction de Kiev, en Ukraine, où se trouve notre ami Emmanuel Dupuis, président de l'IPS. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour à vos auditeurs, à Nadia. Bonjour Emmanuel. Et à Farid qui n'est pas là. Non, la Farid qui n'est pas là, et Jimmy Comme aussi, toujours. que tu as peut-être croisé Salut, sur Mani. un plateau. Oui, bien sûr. Emmanuel Dupuis, donc tu es à Kiev. C'est la première fois Oui. que tu y allais sur le terrain depuis le déclenchement de cette guerre. Depuis le déclenchement de la guerre, oui. Mais enfin, je suis allé plusieurs fois, et notamment Oui. la dernière fois, Alors, sur les élections législatives. Mais je crois que c'est important de montrer notre solidarité en étant présent. C'est ce que nous avons fait avec un certain nombre de collègues pour montrer notre détermination, notre solidarité, et puis essayer de comprendre sur place, essayer d'entendre les doléances des uns et des autres, et surtout la manière dont chacun vit son conflit. quelle est la situation et qu'est-ce que tu as trouvé sur place, Emmanuel, en arrivant à Kiev ? Bah, écoutez, la situation, elle est compliquée, elle est en même temps assez admirable parce que les Ukrainiens résistent, les courants s'arrêtent, et la vie continue. Et donc, évidemment, c'est une situation d'un pays en guerre, avec ce matin le déclenchement d'une alarme, comme il en a à peu près tous les jours dans le pays, avec le décollage de bombardiers russes qui ont décollé de Biélorussie, qui, fort heureusement, n'ont pas tiré les missiles dont ils disposaient, mais en tout cas montrant que la population ukrainienne vit au quotidien les affres de la guerre, et ce déjà depuis près de 9 mois. Quel est l'état d'esprit des Ukrainiens et des habitants de Kiev ? La résistance, la ville n'est pas désertée, ils sont toujours au travail, toujours en train de vaquer à leurs occupations, avec évidemment une ville dans laquelle la participation des militaires et la présence et la place des militaires est très forte. Il n'en serait évidemment pas autrement dans n'importe quelle situation de guerre, avec une situation qui confirme leur détermination, premièrement à résister à cette guerre, deuxièmement à se projeter dans l'avenir. Et l'avenir, c'est-à-dire la procédure d'adhésion ou d'élargissement à l'Union européenne, c'était le but de notre visite ici, avec des collègues venant d'un peu partout en Europe, de Finlande, de Géorgie, d'Estonie, de République tchèque, de Pologne, de France, d'Italie et d'Espagne. Alors on le sait, il y a un élément important aussi dans cette guerre, et je crois d'ailleurs que la Russie en joue pas mal, c'est le froid et l'hiver qui s'est s'installer. Tu es arrivé d'ailleurs sous la neige, Emmanuel. Il neige actuellement, absolument. Je suis arrivé sur la neige. Il s'est arrêté momentanément de neiger hier, et il recommence à neiger aujourd'hui, en espérant que notre train, puisque c'est le seul moyen de rentrer dans le pays, comme vous le savez, ainsi que vos auditeurs, les aéroports sont évidemment absolument pas sûrs, puisque l'espace aérien est toujours militarisé, avec une présence d'avions évidemment russes sur les marges aux frontières. Et donc, le seul moyen de rentrer et de sortir, c'est de prendre le train. Un train qui est long, fastidieux, 18 heures. Ah oui. Le seul cordon ombilical entre Varsovie et Kiev. Mais en tout cas, en gros, la situation semble avoir ancré les habitudes des Ukrainiens dans des habitudes qui malheureusement sont des habitudes de guerre. Tu as croisé beaucoup de journalistes sur place, est-ce qu'il y a beaucoup de presse ?
Il y a énormément de presse, d'autant plus que s'est tenue hier une réunion importante avec la présence de 7 ministres des Affaires étrangères des pays nordiques et des pays donc scandinaves, les 3 pays baltes, la Finlande, la Norvège, la Suède, l'Islande, et s'est tenue aujourd'hui en présence du Premier ministre polonais, la tenue d'un comité qui désormais va se réunir très régulièrement en vue de la reconstruction, qui est un autre objet et un autre enjeu de cette guerre. Il faut y penser dès à présent, même si la guerre n'est pas évidemment terminée, avec la présence donc du Premier ministre polonais aux côtés donc du Premier ministre ukrainien dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'une coopération bilatérale entre la Pologne et l'Ukraine. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir des réfugiés, il s'agit aussi de penser à l'avenir commun avec ces pays qui partagent une frontière de près de 600 km. Je rappelle que nous sommes avec Emmanuel Dupuis en direct de Kiev en Ukraine où il neige, il fait très froid évidemment et ça c'est un élément aussi important. Jimmy Dalidou, question pour Emmanuel Dupuis en direct. Salut Emmanuel. Salut Jimmy, ça va ? Ça va et toi ? Fais gaffe à toi. Ah, Juste oui, pour te poser une alerte question missile ce concernant... matin, est-ce que tu sais si du côté de Kherson, est-ce que les habitants s'attendent à une contre-attaque, de l'armée russe ? On en parle beaucoup, c'est vrai que merci pour la question. Et si oui, quelles sont les conditions qui font qu'ils ont... est-ce que cette peur est justifiée ? Alors absolument, ça me permet de répondre aussi à une partie de la question de Christophe, à laquelle je n'avais pas répondu. Oui, le froid fait partie des armes de destruction massive qu'utilise le président Vladimir Poutine en continuant à cibler les infrastructures électriques. C'est le cas du coup non seulement dans l'ensemble du pays, non seulement à Kiev, mais à Kherson. Et à l'heure où nous parlons, en tout cas à Kiev, il y a des bruits insistants d'une nouvelle offensive qui serait à la fois du côté russe pour essayer de reconquérir Kherson et puis du côté ukrainien pour essayer de chasser les Russes de la rive droite, en tout cas de les éloigner le plus possible de la rive droite du Dniepr qu'ils occupent désormais depuis qu'ils ont libéré la ville de Kherson. Ces attaques pourraient se dérouler aussi autour de Zaporijia en des bruits insistants et semble-t-il confirmer ces dernières heures, confirme le départ des Russes de la centrale nucléaire de Zaporijia, oui. De même que du barrage de Novakhovka, que les Russes auraient vraisemblablement avec beaucoup de précautions abandonné il y a quelques heures. Nadia, question pour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu ? Bonjour Nadia, ça va. Alors moi, ma question est la suivante. As-tu accès aux civils pour leur poser des questions ? Parce qu'on parle beaucoup, oui, mais oui. on a besoin de savoir également si on te laisse la possibilité de poser les questions dont tu as envie, et puis surtout celles qui sont importantes, et puis montrer aussi qu'il y a une liberté de parole, et tu es notre témoin sur place. Non, absolument, ça c'est une réalité absolue, mais je pense que c'est vrai aussi dans d'autres villes que Kiev. Je suis à Kiev, j'ai traversé tout l'ouest du pays. Non, il n'y a aucune contrainte. Les Ukrainiens sont très disserts, ils sont très volontaristes pour exprimer ce qu'ils vivent déjà désormais depuis 9 mois, avec un leitmotiv, plus d'armement, plus de soutien, une mobilisation sans faille. Les autorités politiques, que ce soit le maire de la ville, Vitaly Klitschko, que ce soit le Premier ministre Denis Shmyhal, que ce soit le président Volodymyr Zelensky, ne cessent de répéter les mêmes choses. Il faut rester motivé, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Ce n'est pas parce que certains bruits se font insistants en vue d'éventuelles négociations, qui ne sont dans aucune des conversations que moi j'ai eues ici à Kiev, que la tension doit être minorée ou la garde rabaissée. Au contraire, les Ukrainiens sont très heureux de discuter avec des étrangers. Alors moi, j'étais dans un contexte un peu particulier, dans le cadre d'un colloque académique, avec des collègues venant d'universités, venant de think tanks, venant du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de la Défense. Donc c'est un public un peu particulier, mais les mots sont les mêmes. Nous résistons, nous n'allons pas abandonner notre pays, nous n'allons pas quitter la ville. L'arme du froid, l'arme de l'obscurité n'en est pas une, au contraire, ça ne fait que galvaniser la très forte résilience de ce peuple qui est, quand on le rencontre, de plus en plus admirable. Alors on dit ici que la popularité du président Zelensky, on a pris un coup avec les derniers éléments. Est-ce que ça se vérifie sur place ? De quel élément fais-tu référence ? La popularité de Zelensky.
Non, mais par rapport à quel élément? Par rapport au fait qu'il a quand même essayé d'entraîner, si vous voulez, de déclencher avec lui. Il a quand même gagné, il a quand même reconquis Kherson, il est en train de reconquérir Zaporizhzhia, il a reconquis à peu près 60% des territoires que les Ukrainiens avaient perdus depuis le 24 février. La cote de popularité du président Zelensky est à peu près aussi forte que celle du soutien à l'offensive militaire, c'est-à-dire 90-95%. Oui, très bien. Au fait, par exemple, qu'il y ait des négociations en cours et que, par exemple, le président ukrainien, quand même, a un certain nombre de revendications, je crois au total 9, qui paraissent invraisemblables, y compris d'ailleurs aux yeux des Américains. Alors, déjà, il n'y a pas de négociation. Ça, c'est une vue de l'esprit. Il y a des dires comme quoi la table de négociation est ouverte, mais il n'y a pas de négociation. Concrètement, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de négociateur. Ça n'a pas commencé. On a parlé de négociations en Turquie entre les Américains et les Russes. Non, c'est pas vrai. Tout ça, c'est du vent. En tout cas, moi, j'en ai pas la confirmation. Ouais. Il y a l'éventualité possible de négociations directes entre les Russes et les Américains, mais pas seulement sur l'Ukraine, sur la question du nucléaire, sur la question de la manière dont l'OTAN ne doit pas rentrer dans ce conflit, les caveats, c'est-à-dire les limites à atteindre, mais il n'y a pour l'instant aucune volonté côté ukrainien de négocier, et du côté russe, pas mieux. Pour l'instant, il n'y a aucune, il n'y a aucun terrain d'entente. Alors les 9 préoccupations, en fait, ces 10 préoccupations, enfin les 10 demandes qu'a faites Zelensky sont les mêmes que celles qu'il avait faites au début de ce conflit. Elles sont inacceptables aux yeux de Moscou, tout comme les exigences de Moscou sont inacceptables auprès de Kiev. Donc pour l'instant, rien n'a bougé. C'est-à-dire qu'on est toujours finalement au point mort pour l'instant de ce conflit, alors que nous disions effectivement qu'il y avait d'éventuelles négociations en cours. Non, on n'est pas au point mort. C'est pas tout à fait le cas. En fait, les Ukrainiens reconquièrent des territoires, c'est pour ça que les Russes veulent négocier. Ouais. Alors, Emmanuel Dupuis en direct donc de Kiev en Ukraine, évidemment, les amis, pour parler un petit peu de la situation. Je sais que le temps est très court. En tout cas, merci d'avoir accepté d'évoquer un petit peu cette situation. Peut-être un dernier élément. Hier, nous en parlions sur cette antenne. Est-ce qu'on peut peut-être commencer à parler d'une sortie de conflit? Alors peut-être pas tout de suite, pour l'instant on n'en prend pas le chemin, mais est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'au bout d'un moment il sera venu le temps de la négociation et de sortir finalement de ce conflit Bien évidemment, ça tout le monde a en tête qu'à un moment ou un autre il faudra négocier. Maintenant le quand est l'élément le plus important. Pour l'instant, aucune avancée ne permet de penser que c'est dans une durée courte. C'est un premier élément. Deuxièmement, sur quoi négocie-t-on? Négocie-t-on sur la volonté des Russes de redonner les territoires qui sont conquis militairement, donc contre la Charte des Nations Unies, ou remettons en cause ce qui était tacitement accepté par la communauté internationale, c'est-à-dire les éléments les territoires conquis en 2014. Pour l'instant, il n'y a aucune avancée, ni de l'un ni de l'autre. La seule chose que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une pression de plus en plus forte des alliés européens. Il y a une volonté de plus en plus forte des États-Unis, une volonté de plus en plus forte des alliés de Moscou, de l'autre côté oriental, les pays du Caucase du Sud, notamment l'Arménie, du côté des pays d'Asie centrale, pour forcer le président Zelensky d'un côté et le président Vladimir Poutine de négocier. Mais pour l'instant, toutes les tentatives sont infructueuses. Très bien, c'est ce qu'il fallait retenir en tout cas, et merci beaucoup Emmanuel Dupuis, donc en direct de Kiev en Ukraine, pour nous faire part un peu de la réalité du terrain. Et c'est vrai que ça change un petit peu de ce que l'on peut entendre à droite et à gauche. Voilà, donc vous êtes sur place et vous avez donc accès à tout ce que vous voulez finalement, de pouvoir discuter avec la population qui est, vous l'avez dit, et faire passer le message. Et surtout, vous nous l'avez dit, donc une population que vous avez trouvée finalement très résistante et voilà, pas découragée du tout. Non. Voilà, pour le coup. Au contraire. C'est même le sentiment de. Ça m'a moi-même d'ailleurs étonné. Je pensais trouver une ville dans laquelle la population sera abattue, dans laquelle la population serait fatiguée, avec la volonté d'en finir le plus vite possible. Non, ils sont fatalistes, mais au sens propre du terme. Adviendra ce qui adviendra. Ils auront résisté jusqu'au bout et ils résisteront tant qu'ils le peuvent jusqu'au bout. Très bien, merci beaucoup Emmanuel, on aura l'occasion d'en reparler de votre retour à Paris, mon cher Emmanuel, et surtout, comme te l'a dit de vive voix. Comme te l'a dit Jimmy, fais attention à toi évidemment, on rappelle quand même, on est dans
Voilà, merci Jimmy, parce que j'ai une longue traversée de l'ouest du pays, 18 heures de train qui commence d'ici quelques heures. Bon, bon courage et bon voyage. Et effectivement, on n'oublie pas que tu es dans un pays de guerre. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à très bientôt. Voilà, Emmanuel Dupuis, depuis Kiev en Ukraine, Nadia. Bon, voilà, c'est du témoignage. Oui, on en avait besoin et c'est toujours important d'avoir un témoignage d'une personne qui est sur place. Absolument, et non pas se référer à tout ce qu'on peut lire ou entendre ou écrire, évidemment de la part de journalistes qui, pour beaucoup d'ailleurs, faut le dire, parlent de cette guerre sans jamais avoir été sur place. Donc c'est un petit peu embêtant. Dans un instant, on file au Qatar. Vous voyez qu'on voyage beaucoup dans cette émission avec Thierry, journaliste à Radio Oryx FM, pour parler d'un problème d'eau au Qatar. Oui, il y a des problèmes d'eau au Qatar. On y revient dans un instant. Et d'ailleurs, sachez que le Qatar joue en ce moment son dernier match, puisque débutent aujourd'hui les derniers matchs de poule de qualification. Et vous savez que depuis 1982, Jimmy et Nadia, les 2 matchs des groupes se font en même temps, depuis qu'il y a eu un arrangement entre l'Allemagne et l'Autriche pour éliminer l'Algérie à l'époque. La triche avait été avérée, l'entente avait été avérée, et donc depuis ce jour-là, ça fait jurisprudence, on fait les 2 matchs en même temps, pour pas qu'il y ait de possibilité d'arrangement, bien que quand même, il faut pas non plus exclure, et faut pas être dupe, donc les équipes sont au courant de ce qui se passe sur le terrain, évidemment. Alors, donc Qatar qui joue son dernier match, j'ai envie de dire pour le fun, parce que ils ont d'ores et déjà perdu. On y revient dans un instant et on file au Qatar avec Thierry, donc sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus en direct sur votre radio dans le LGF. Merci d'être avec nous, encore une fois, de nous rejoindre avec beaucoup d'invités aujourd'hui. On va parler musique aussi dans un instant avec un groupe avec qui on va faire connaissance, s'appelle La Baisse. La Baisse, Nadia ? Alhamdoulilah, tout va bien. Ce groupe sera en concert au Cabaret Sauvage ce vendredi 2 décembre. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Nadia Cherif, avec Jimmy Dalidou et Farid Tamsamani. Comment ça va, mon Farid? Il est là, voilà. Ça va, mon Farid? Ouais, très bien, attendu, Farid. Très bien, c'était très très attendu. Tu fais des progrès, mon Farid, c'est bien. Ça ouais, c'est bien, je te salue. Alors, les amis, on va partir au Qatar, les amis, pour évidemment parler, non pas de la Coupe du Monde, mais parler du Qatar, ça change un petit peu finalement, avec notre journaliste de Oryx FM qui est avec nous en direct sur France Maghreb 2. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone Oryx FM au Qatar. France Maghreb 2, Oryx FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Thierry, bonjour, comment ça va, mon Thierry? Bonjour Christophe, bonjour à tous, ça va très bien. Notre petit point météo quotidien, quel temps fait-il à Doha? Alors cet après-midi, le ciel était voilé avec des nuages gris, c'est assez rare pour le souligner. C'est peut-être mauvais signe pour l'équipe du Qatar qui joue évidemment son dernier match, Thierry. Voilà. Peut-être aussi. Ça sent la fin, j'ai l'impression. Ça, ils se sont excusés, le capitaine de l'équipe qatarienne s'est excusé auprès du public. Ils sont passés à côté du mondial et là, l'objectif, c'est de sauver l'honneur. Ouais, sauver l'honneur. On espère en tout cas, c'est en ce moment même d'ailleurs que débutent aujourd'hui les derniers matchs des poules. Alors Thierry, on va parler d'une préoccupation et non pas d'un problème, rectification par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, une préoccupation, c'est une préoccupation importante de l'eau au Qatar. Voilà, le Qatar, c'est une petite péninsule désertique. Alors, c'est l'un des pays les plus pauvres en ressources en eau. Alors, il a beaucoup de gaz, c'est un pays très riche à cause du gaz, mais c'est un des pays les plus pauvres en ressources en eau. Il n'y a pas de cours d'eau et les nappes phréatiques, en fait, ont été surexploitées et elles sont devenues salées. Et donc, il y a un gros problème de vulnérabilité. Là, à ce moment-là, c'est un problème, c'est une préoccupation. L'eau douce est donc produite par désalinisation essentiellement. Alors qu'elle soit pompée dans le sol ou dans la mer, il faut retirer le sel pour la rendre utilisable, pour rendre cette eau utilisable. Il y a 2 procédés qui sont utilisés au Qatar. Alors, la grande majorité, ce sont des turbines à gaz qui permettent de produire à la fois de l'électricité et de l'eau potable dans de grosses usines de désalinisation. Et puis, il y a un autre procédé qui est moins gourmand en énergie, qui est en train de se développer. Ce sont des filtres qui vont permettre
d'extraire le sel, c'est l'osmose inverse. Alors, tous usages confondus, le Qatar produit jusqu'à 600 litres d'eau par jour et par personne. Et cette eau est utilisée pour la consommation des ménages, mais aussi pour l'industrie et pour l'agriculture. Alors, la question de la sécurité de l'eau est très importante pour le pays. Et le Qatar a construit de grands réservoirs d'eau stratégiques. Ce sont des méga réservoirs. D'ailleurs, il y a 2 ans, la Société qatarienne de l'eau et de l'électricité est rentrée dans le livre Guinness des records pour avoir construit le plus grand réservoir de stockage d'eau potable dans le monde. Ça représente 436 000 mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de plus de 170 piscines olympiques. Le Qatar possède, il faut le savoir, plusieurs dizaines de ces méga réservoirs d'eau potable pour sa réserve stratégique. Ce sont des stocks d'eau en cas de problème dans l'alimentation d'eau potable. Alors, dans sa gestion de l'eau, le Qatar possède aussi plusieurs usines de traitement des eaux usées. Alors, cela représente une production d'eau recyclée de 200 litres d'eau par personne et par jour. C'est aussi énorme. Mais pour des raisons culturelles et religieuses, les Qatariens refusent d'utiliser cette eau qui est issue des stations de traitement des eaux usées. Alors, pour les cultures consommées par l'homme, donc pour la production de légumes, on utilise de l'eau potable. Donc, il y a un grand surplus d'eau douce issue des stations d'épuration. Et c'est une énorme quantité d'eau qui a quand même une très bonne qualité. Les spécialistes disent que c'est vraiment une étape en dessous de l'eau potable. Et donc, cette eau est utilisée, par exemple, pour la production de fourrage. Il y a des fermes qui vont utiliser les systèmes d'irrigation à pivot central. Donc, ça fait de grands cercles verts dans le désert. C'est très surprenant dans le paysage. Et ça produit du fourrage pour alimenter notamment l'élevage de chameaux. Alors, dans certains endroits, cette eau traitée est stockée aussi dans de grandes lagunes. Et là aussi, c'est très surprenant dans le paysage d'avoir ces lagunes d'eau douce, en fait, qui deviennent vraiment de grandes réserves de biodiversité avec des oiseaux, des insectes, etc. Alors, cette eau traitée est également en partie utilisée pour alimenter les espaces verts du Qatar. Et ces dernières années, il y a une grosse politique très ambitieuse de développer les espaces verts dans le pays. Et il y a de l'eau pour ça, justement. Depuis l'attribution de la Coupe du Monde en 2010, les espaces verts du Qatar ont été multipliés par 10. En 2010, tenez-vous bien, il y avait 56 parcs publics sur toute la péninsule. Leur nombre est passé aujourd'hui à 143. Et en termes de superficie, en 2010, il y avait seulement 1 mètre carré d'espace vert par habitant. Aujourd'hui, il y en a plus de 16 mètres carrés. Alors, comme on parle d'espace vert, il faut mentionner aussi une initiative qui a été très intéressante, en fait, dans l'organisation, dans la montée vers la Coupe du Monde. Le Qatar s'était donné comme objectif de planter 1 million d'arbres pour 2022. C'était une initiative écolo. Alors, récemment, le département des parcs et des jardins a annoncé que l'objectif avait été dépassé, puisque ce sont plus de 1 100 000 arbres qui ont été plantés avant la Coupe du Monde. Et le prochain objectif pour le Qatar, c'est de planter 10 millions d'arbres avant 2030. Cette fois-ci, ils vont surtout planter des palétuviers pour augmenter la superficie des mangroves. Alors, il faut savoir également qu'il y a d'énormes recherches qui sont en cours au Qatar pour améliorer donc l'efficience des systèmes de production d'eau potable. On pense à développer l'osmose inverse en utilisant de l'énergie renouvelable. Et puis, on va mettre aussi en place des systèmes pour augmenter la circularité de l'eau, retraiter l'eau et réutiliser l'eau pour des murs végétaux, etc. Et on pense aussi à exploiter les millions de litres d'eau que produisent les climatiseurs. Donc, l'eau est une préoccupation majeure pour le Qatar, mais il y a de l'eau et elle est plutôt bien gérée sur la péninsule. C'est ce qu'il fallait retenir en tout cas. Merci beaucoup Thierry pour ces explications très intéressantes en tout cas pour aujourd'hui. Je rappelle, si vous êtes de passage à Doha, et on peut même d'ailleurs l'écouter sur internet, la radio francophone du Qatar, c'est Oryx FM. À demain Thierry, merci beaucoup. À très bientôt. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone Oryx FM au Qatar. France Maghreb 2, Oryx FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Dans un instant musique les amis, avec le groupe Labesse de passage dans un endroit fabuleux, mythique du côté de Paris, le Cabaret Sauvage, avant de recevoir tout à l'heure à 17h Elsa Lefort, épouse de Salah Amouri. Un prix lui sera remis, bon,
problème, c'est qu'il est en prison, vous le savez, incarcéré de manière arbitraire. Du coup, c'est son épouse, Elsa Lefort, qui sera avec nous dans quelques instants sur France Maghreb 2 pour nous parler de ce prix qui lui sera remis par une fédération ACAC, évidemment, tout à l'heure pour en parler. Merci de rester avec nous sur votre radio France Maghreb 2. Mon Farid qui suit les matchs, je te vois, hein, je te suis, puisque les matchs sont en ce moment, hein, bien entendu. Nadia qui s'en fout, elle a raison. Non, hein, elle se réfère uniquement à la victoire du Maroc, elle a raison, hein, Nadia. Et je l'ai pas vu le match. Quoi ? On a entendu parler parce que j'entendais les gens hurler dans la maison et j'ai cru que c'était un tremblement de terre. Mais bon. T'as cru qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde ou qu'ils avaient inventé un médicament, c'est ça ? Pratiquement, oui. Tu dis ça avec ironie, mon cher Farid ? Complètement. Ouais. Ça te dépasse tout ça ? Franchement, je suis très content que les gens gagnent et que ça apporte du bonheur. Mais franchement, il faut raison garder quand même. Hein. Ouais, c'est bien quand même d'avoir battu la Belgique, c'est pas n'importe quoi. Sportivement, c'est même très très bien. Ouais. Mais voilà, t'as pas gagné la Coupe du Monde et t'as pas inventé la fusée qui va sur la Lune, quoi. Bon. Très bien. En tout cas, après, voilà, c'est mes priorités, donc du coup. Oui, chacun les siennes. C'est parce que je me fais vieux et con, probablement. Jimmy n'en a rien à fiche complètement. Les reins de la Coupe du Monde. Ouais. Totalement. Ouais. Même si je respecte les valeurs qui sont véhiculées par le sport. D'accord, très bien. Ouais, très sportif. Bon, on va parler musique. Notre invité est là, installé. Il va falloir baisser les casques, les gars, parce que là, vous allez me défoncer les oreilles, sinon d'ici la fin de l'émission, et ça va pas le faire. Merci de rester avec nous sur votre radio France Maghreb de la baisse. Tout va bien, Abdullah. Dans un instant, c'est le nom du groupe que nous recevons dans un instant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous. Le Grand Forum avec une émission très chargée aujourd'hui, mon Farid. Hein. Farid Tabsamani est avec nous, Nadia Sherif, Jimmy Dalidou aussi, conducteur de train, syndicaliste CGT notamment. Hein. Est-ce qu'on voit la CGT ? Ça va ? Entre autres. On prépare une grève, ça va, on prépare les futures luttes sociales à venir. Ouais. On prépare l'arrivée du Père Noël. On prépare l'arrivée du Père Noël. Après Noël. Il y a Air France, les camarades d'Air France ont déclenché un préavis. Au niveau des transports, ça va repartir d'ici le début de l'année prochaine, certainement. Mais encore une fois, c'est le peuple travailleur qui décide. Et si le peuple travailleur décide de partir, on partira, en fait. Bon, très bien. Il y a la réforme de retraite qui approche à grands pas. Et puis vous avez augmenté, enfin pas vous, hein, mais il y a eu l'augmentation du prix des transports en commun. Ça, c'est pas nous. Mais oui. c'est inadmissible. Vous, on en a parlé hier sur Beurre FM. On en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, c'est inadmissible. On en parlera tout à l'heure, puisque Emmanuel Macron s'est réveillé avec une idée de génie. Il veut mettre des RER partout. Dans toutes les grandes métropoles en tout cas. Est-ce que c'est une bonne idée ? Pour l'instant vous êtes que 20% à dire oui. Sur Twitter, le Grand Forum FM2, on en parlera. Pour l'heure, on va parler musique. Et nous sommes avec Nedjim. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue, comment ça va ? Ça va, alhamdoulilah, et vous ? Le groupe La Baisse, qui existe depuis un petit moment, hein, Nedjim, La Baisse. Ça fait un petit moment, oui, effectivement. Ça va faire quasiment 18 ans que ça existe. Ah oui. D'accord. Et donc de passage au Cabaret Sauvage ce vendredi 2 décembre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est né ce groupe, Nedjim ? Il a démarré du métro de Montréal, du coup j'ai fait mes preuves un peu là-bas et j'ai monté mon premier groupe donc toujours à Montréal. J'ai fait 2 albums là-bas et puis après j'ai commencé à... pendant aussi je commençais à vadrouiller un peu à travers le monde. Et du coup, après, j'ai remonté un groupe. En fait, La Baisse, c'est une aventure musicale, donc j'ai toujours utilisé le nom, La Baisse. Et après, et pourquoi La Baisse, d'ailleurs ? Il y a une chanson marocaine qui s'appelle Ya La Baisse, et la mère de mon enfant, à l'époque, je chantais cette chanson-là. Elle m'a dit, La Baisse, ça pourrait être un joli... Ouais. Voilà, et du coup, c'est resté. C'est resté, voilà. Et vous êtes imprégné dans ce groupe de différentes musiques à travers le monde ? Effectivement, donc il y a est-ce qu'on peut dire quand même que c'est vraiment une sonorité un peu chabi à la base ? Le chabi, il m'a jamais quitté parce que j'ai grandi à Alger jusqu'à mes 18 ans. Ouais. Après, en fait, il y a 2 racines qui m'ont vachement parlé. C'est la racine des gens du voyage et la racine africaine. Et par la force des choses... Mais en fait, j'ai pas calculé, quoi. J'ai toujours adoré le flamenco et tout ce qui est gnawa et ces musiques-là. Et en arrivant à Montréal, j'ai rencontré des gens d'un peu partout aussi, d'Haïti, des îles, de Cuba, de Colombie. Et c'est ce qui fait un peu votre influence. Exactement, et j'ai vécu aussi en Colombie 1 an et demi, donc j'ai monté aussi un groupe là-bas. Et puis j'ai essayé de mélanger, toujours comme une recette de cuisine, les épices qu'il fallait. Eh oui, quand on fait un bon couscous, finalement, c'est de bons ingrédients qui sont bien mélangés. Nadia, ça donne ça ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ça donne le groupe La Baisse. Tu connaissais, Nadia ? Non. Voilà. J'ose le dire. Non, mais c'est très bien. Farid, tu connaissais ou pas ? Du tout. C'est très bien. Jimmy non plus. Non, je connaissais pas. Et voilà. On est content d'écouter. Extrait, les amis.
qu'on appelle du shabi un peu festif, hein, Nedjim. Oui, exactement. Ouais. Alors des textes aussi très importants, les textes de vos chansons. Bien sûr. Ça parle de quoi? D'amour? Bien sûr. Bah en fait, de voyage. Là, ça a évolué à force, quoi. Mais je veux dire, les premiers textes, les premiers albums, c'était par rapport à la décennie noire parce que je l'ai bien vécu, comme plein d'Algériens. Et puis petit à petit, comparer l'Algérie, après c'est l'Orient-Occident, et puis après, voilà, ça évolue tranquillement. Ça parle d'injustice, des histoires d'amour interminables et périssables, et puis je sais pas, voilà, ça parle un peu de tout ça. Alors qu'est-ce qui va se passer ce vendredi au Cabaret Sauvage, un lieu mythique, hein, de passage obligé, j'ai envie de dire, pour tous les grands artistes, la scène du Cabaret Sauvage, Nedjim? Moi je dirais que ça va être une soirée magique parce que il y a tous mes compagnons de route donc depuis 18, pas tous là, mais en fait il va y avoir une première partie, donc c'est des potes qui font de la chanson française à couleur avec de la musique du monde, et puis après nous sur scène on va être nombreux. On va avoir une section cuivre, on va avoir... en fait, on va être 9 sur scène, donc ça va être la grosse fiesta, accordéon, violon, basse batterie, cuivre. Il y a un pote du Québec aussi qui était là au début de la baisse, donc il sera aux percussions. Ça va être une belle soirée. Ouais, une belle soirée en perspective, donc pour réserver, c'est au cabaretsauvage.com, hein, sur le site, et sur tous les points de vente habituels. C'est déjà sold out. Pardon? C'est sold out depuis hier. Ah ok, très bien. Et évidemment, alors les répétitions, on imagine que c'est particulier quand même, hein. C'est un moment particulier pour un artiste, pour un groupe, d'aller à la rencontre de son public. Comment on appréhende un petit peu cela? Ouais, c'est sûr que c'est un peu stressant parce que là on a grandi un peu les salles, surtout en France, quoi. On a toujours été dans l'underground. Ouais. Et puis du coup on remplissait quand même en Afrique du Nord, au Québec et tout ça. Mais là à Paris c'est la première fois qu'on a grandi autant, et du coup c'est un peu stressant. Je suis comme un petit gamin, je travaille 4-5 heures par jour ma guitare, dans les cafés, tout ça. Je suis là, je m'entraîne pour faire ça bien. Ouais, et on imagine que ça sera très bien en tout cas sur la scène du Cabaret Sauvage ce vendredi 2 décembre. La baisse de passage en concert pour tous les amateurs de Shabi en particulier, mais pas que. Mais voilà, c'est vrai que c'est la grosse sonorité qui s'en dégage, en tout cas de ce que j'ai écouté moi, Nedjim, du groupe La Baisse. Pour les amateurs de Shabi, c'est une soirée à ne pas manquer, hein, j'ai envie de dire. Voilà, ce vendredi avec les musiciens qui seront sur place, qui vont vous accompagner pour une belle soirée musicale en perspective dans un lieu magique en plein cœur du parc de la Villette. Le groupe La Baisse, qu'est-ce qu'il y a comme projet sinon, Nedjim, pour le groupe? Pour l'instant rien du tout. Je vis dans une caravane, je suis en Bretagne, je pêche et je bois des whisky. Ah oui, pareil, c'est pas mal comme programme ça. Franchement, je l'envie presque. Jimmy, franchement, Jimmy, c'est mieux qu'un syndicaliste à la CGT, j'ai envie de te dire. C'est presque pareil, sauf qu'on n'a pas la caravane en fait. Ah bah voilà. Elle est magnifique en plus, c'est une vieille caravane des années 70, les Airstream tout en aluminium. Là. Oh, où ça en Bretagne? Où ça? Au Finistère, vers Douarnenez. Ah, au bout du monde. Ouais, au bout du monde, là, il n'y a personne qui m'énerve. J'en avais marre un peu, donc je suis bien. D'accord. Non mais c'est extraordinaire, le mec il vit dans une caravane au fin fond de la Bretagne, et c'est là que viennent toutes tes inspirations? Oui, en ce moment oui, l'année dernière c'était dans une yourte, cette année je suis dans une caravane, c'est comme ça que je fais. Généralement je sors un album par 4-5 ans, je prends le temps, parce qu'on a été traumatisé par les tubes au bled là, les tubes de dentifrice là, ils sortent des morceaux en 24 heures. C'est vrai. Et puis les paroles, c'est devenu un drame. C'est devenu un drame la musique maghrébine, faut le dire. Hein. Et pas que d'ailleurs, hein, pas que la musique maghrébine, la musique dans son ensemble. Le rap, quand tu vois des artistes, voilà. Ça pose la question de la culture, évidemment. La culture, le fait que la culture, elle est d'abord universelle, universalisable. Elle se nourrit de l'affect, de l'émotion. Elle ne peut pas, contrairement à certaines personnes en France qui n'ont pas arrêté de dire que la culture était nationale, uniquement nationale, etc. etc. C'est ce culture. Elle est nourrie par, ça c'est mon avis, elle est nourrie par les affects, les émotions, elle est internationale, universelle. Pareil, t'aimes bien le projet quand même, hein, j'imagine. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour les artistes. Ouais. Et alors en plus là maintenant il m'a expliqué son particularisme. En tout cas son mode de vie. Alors franchement je kiffe encore plus parce que... et ça se ressent dans la musique d'ailleurs. Exactement. Mais en fait c'est les gens très souvent les plus heureux. Ouais. Mais moi j'aurais été admiratif si ça avait été un van des années 70.
Et précisément, Nadia. Au Québec, j'ai un Nadia, faut que tu précises. Un camping-car des années 80. J'ai un 87 au Québec, c'est à 10 mètres là. Moi, j'aurais été encore plus admiratif si tu m'avais dit que tu étais dans un combi. Volkswagen. Ah non, mais combi, c'est après moi je peux vous en parler pendant des heures parce que c'est ma passion. Mais les combis, c'est joli. On a une passion commune. Ah, c'est vrai. Ah oui. Ah bah oui, mais par contre les combis. On peut plus acheter le T1 parce qu'il est hors de prix. Déjà, ne serait-ce que le T3, le transporteur. En fait, dès qu'il y a un truc qui pète, après ça coûte hyper cher. Donc moi j'ai aménagé des camions et ça coûte vachement moins cher. Les gens oublient, mais nos parents. Ah oui, mais moi j'ai. On descendait au bled avec ça. Ah ouais, c'est vrai. Non, le combi. Mais ensuite il y a eu les dérivés. Ouais. Ah ouais, excellent. Et la canne à pêche, elle est placée en permanence. La canne à pêche, elle est là en permanence. Et qu'est-ce qu'on pêche là-bas en Bretagne, Najim? On pêche du lieu, on pêche les encornés, on pêche du maquereau surtout. Bon, après, il y a plein de pêches. Après, je suis pas un grand pêcheur. Hein. J'aime bien boire mon petit verre. Et les pêcheurs là-bas, ils sont morts de rire parce que j'arrive toujours, je suis bien équipé avec les bottes, je salue tout le monde et tout. Mais la première fois que je me suis installé là-bas, j'ai perdu ma veste dans l'eau, un coup de vent quoi. Et je l'ai repêché avec la canne à pêche et là tout le monde a rigolé. C'est mieux parce qu'à l'Elysée, on pêche plutôt des requins là-bas. Merci beaucoup Jimmy pour cette blagounette. Alors, la baisse évidemment, ça donne ça, c'est aussi ça, écoutez. C'est beaucoup moins charmé là pour le coup là. C'est pour ça que je voulais Najim. pas. Oui. Bien sûr. Et cet album-là, le dernier, il s'est fait entre la France, la Colombie et le Québec. Et du coup, c'est ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vécu 1 an et demi en Colombie aussi. Et puis, en fait, donc c'est pas que du chabi. C'est une espèce de mélange. Chabi, cumbia. Finalement, c'est un voyage à vous tout seul. Ce groupe. C'est ce que j'essaye de faire, mais sans prise de tête. Et puis, c'est de la musique monde alors. Bien sûr, c'est la musique du monde. Ça chante ça chante arabe, français, espagnol. Et puis sur le dernier, j'ai fait un hommage aussi à Leonard Cohen. Et donc il y a un seul couplet en anglais. Je pourrais le faire à un moment donné, mais je suis plutôt francophone pour l'instant. Francophone. Quelque part, c'est de l'internationalisme. C'est de l'internationalisme. Oui, quand même. C'est ça, effectivement. Alors pour venir apprécier, venir kiffer, c'est ce vendredi donc au Cabaret Sauvage. Ce vendredi 2 décembre pour se réchauffer alors que le froid s'installe sur Paris, l'occasion d'aller se réchauffer dans une belle salle, dans un bel endroit en compagnie de véritables artistes, des artistes finalement que vous n'entendez pas forcément à la radio, mais c'est pas ce que vous recherchez, je pense. C'est pas votre public, non? Hein, Najim? Si jamais ça s'agrandit, c'est bien, mais après nous on a bien fait notre truc à notre rythme. En plus je suis pas trop dans le marketing et dans les machins, parce que sur le dernier disque, il y a des guitares de Manu Chao. Je sais pas, j'ai été chez John Baez en Californie. Je lui chantais mes chansons pendant qu'elle dansait et tout ça. Mais bon, j'ai l'impression que le CV, ça fait augmenter un peu l'ego. Et le but, c'est de le détruire avant d'arriver quelque part. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Najim, pour le groupe, pour toi? L'accomplissement et la réalisation. Et puis, de bonnes répètes pour le concert de vendredi? Surtout beaucoup d'apéros. Très bien, kiffe bien en tout cas et merci de ton passage. Je rappelle donc au Cabaret Sauvage ce vendredi 2 décembre. C'est à quelle heure? 19h, c'est ça? À partir de 19h. À partir de 19h, première partie. Évidemment, les amis et copains du groupe La Baisse et puis le groupe La Baisse qui va vous enflammer tout au long d'une belle et riche soirée. À très bientôt, Najim, et bonne route. Merci beaucoup pour l'invitation. Dans ta caravane, on viendra faire un petit tour avec Farid, pêcher un peu du lieu en Bretagne. Avec plaisir. Voilà, super. On emmènera Jimmy aussi avec ses revendications syndicalistes. Exactement. Merci beaucoup, à bientôt. Le LGF sur France Maghreb 2. Comment ça va, Nadia? C'est animé aujourd'hui, t'as vu? Belle émission. Très bien. T'as Farid avec c'est souvent le cas. T'as Jimmy, tout ça, tout va bien. Tout va bien, tous les éléments sont réunis pour une bonne émission, les amis. Voilà, alors, Jimmy, Dalidou est avec nous. T'as peur ou quoi? Quoi? T'as peur? Moi? Non. Christophe, tous les éléments sont réunis. Oui, et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Non, pourquoi t'aurais peur, moi? J'ai l'impression que t'es... Farid, t'arrives en retard, Farid. Exact. Le mec, il arrive en retard et en plus, il se permet de me dire que j'ai peur. Tu vois, des trucs de ouf, quoi. Je te taquine. Oui, je sais, mon Farid. Alors, soyez les bienvenus et ensemble, si vous le voulez bien, nous allons recevoir... c'est devenu une amie à force de se parler au téléphone régulièrement. Elsa Lefort, épouse de Salah Amouri. Bonjour Elsa et bienvenue sur France Maghreb 2.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Mais tu es à la maison ici, tu le sais, Elsa. Ouais, je préfère venir avec Salah. C'est ce qui s'était passé la dernière fois, d'ailleurs. La dernière fois que tu étais venu dans ce studio, c'était avec Salah. Il y a longtemps, mais c'était avec Salah. Et depuis, on s'est reparlé au téléphone. Alors évidemment, Salah Hamouri, ton mari, est donc de nouveau incarcéré depuis le mois de mars dernier, sans aucune raison. Rappelle-nous comment ça s'est passé le soir du 7 mars, c'est ça ? Le matin du 7 mars, pardon. Au petit matin, du coup, moi, j'habite pas avec Salah parce que je suis interdite de séjour à Jérusalem. Donc, il habite chez nous à Jérusalem. Et dans la nuit, il y a plusieurs véhicules de l'armée qui ont fait irruption donc dans notre quartier et qui sont venus l'arrêter. Voilà, au début, bien sûr, on n'avait pas trop de nouvelles pendant quelques heures. Et puis après, on a réussi à le géolocaliser, on va dire. Et puis 3 jours après, le tribunal l'a placé en détention administrative, c'est-à-dire sans charge ni jugement. Ouais. C'est comme ça que ça se passe dans la plus belle démocratie du monde, paraît-il. Ou du Moyen-Orient, plutôt. Oui, bah, c'est la détention administrative, c'est vraiment utilisé à grande échelle. Ouais. Parce que du coup, alors au début, il était condamné à 3 mois, puis au bout de 3 mois, ça a été prolongé de 3 mois et encore une autre fois. Et la prochaine échéance, ce sera dimanche. Voilà. Ouais. Donc, mais tout est possible. On ne sait pas du coup si, dans toutes les démocraties, effectivement, quand on vous dit votre peine s'arrête dimanche 4 décembre, ça veut dire que vous retrouvez la liberté dimanche 4 décembre. Pour Salah, rien n'est moins sûr pour le moment. Je rappelle que Salah Hamouri est franco-palestinien. Voilà. Et que, est-ce que les autorités françaises t'ont contacté, qu'est-ce qu'elles ont fait? Est-ce que tu peux nous en dire des choses? Peut-être que tu peux pas tout nous dire aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu des choses de fait de la part des autorités françaises? Oui, alors oui. Dès qu'il a été arrêté, nous on les a contactés. Sur place, il y a la protection consulaire qui est assurée, c'est-à-dire des visites des consuls qui vont le visiter régulièrement. Ça, c'est une première chose. Et à Paris, donc nous, on est en contact avec le ministère des Affaires étrangères. Et donc, eux nous assurent à l'heure actuelle que leur position, c'est la même que la nôtre, c'est-à-dire de demander la libération de Salah, de demander à ce qu'il ait le droit de vivre à Jérusalem, puisqu'il est actuellement sous la menace d'une révocation de son titre de résident. Je rappelle qu'il est avocat. Hein. Oui, il est avocat. Il défend les prisonniers politiques. Donc actuellement, il est lui-même prisonnier politique. Et enfin, dans ce que demande la diplomatie française, il y a également le fait que moi-même et nos enfants, nous puissions aller vivre avec Salah. Donc en fait, la diplomatie française actuellement, elle demande tout ce que nous, on demande. Donc c'est super. Ils nous ont dit que à tous les niveaux de la diplomatie, c'était traité, y compris le président Emmanuel Macron a évoqué le cas à plusieurs reprises, apparemment, avec l'ancien Premier ministre israélien. Ouais. Mais là, on est à presque 9 mois de détention sans motif et Salah est toujours pas libre. Et la diplomatie française n'a même pas obtenu le fait qu'on ait le droit à un appel téléphonique, par exemple, puisque moi, je suis interdite d'y aller. Donc ça veut dire que vous n'avez pas parlé, tu n'as pas parlé à ton mari depuis qu'il est incarcéré? Voilà, c'est ça. Vous arrivez à communiquer quand même, parce qu'on sait que les courriers aussi sont interceptés? Les courriers n'ont pas été distribués, donc nous, on communique par les avocats ou par le biais de... Il a le droit à une visite familiale par mois. Donc, elle a eu lieu hier. C'est sa maman qui lui a rendu visite. Donc, voilà, nous, on communique. Dans quel état d'esprit est-il aujourd'hui? Alors, au mois de septembre, il avait mené une grève de la faim avec 29 autres détenus. Oui. Il avait perdu 14 kilos. Donc là, elle m'a dit qu'elle l'a trouvé en meilleure forme que la fois précédente, qu'il avait repris du poids, que voilà, il pouvait un peu plus, mieux se déplacer, etc. Maintenant, moralement, c'est difficile parce que maintenant quelques jours, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il ne sait pas s'il va être libéré, s'il va rester en détention ou s'il va être expulsé vers la France. Donc là, il attend, et nous aussi, on attend avec impatience dimanche. Comment tu fais pour tenir, Elsa? Toi, on sait qu'évidemment, Salah a un courage extraordinaire et que c'est pas la première fois. J'ai envie de dire que d'ailleurs, la Coupe du Monde lui porte malheur, parce qu'à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, il se retrouve en détention. C'est vrai. Ouais. Déjà en 2018, c'était le cas. Mais toi, en tant que femme, avec des enfants, parce que je rappelle que vous avez 2 enfants, c'est compliqué, non?
d'expliquer à son enfant que son père est en prison. Comment on leur dit, comment on leur explique? C'est compliqué et pas compliqué en fait, parce que dans la mesure où Salah, si aujourd'hui il est en prison, c'est on va dire pour des bonnes raisons. C'est juste parce que il dénonce les pratiques de l'occupant. C'est juste parce qu'il défend les prisonniers politiques palestiniens. Donc mon fils et ma fille n'ont pas de quoi avoir honte de leur père. Au contraire, moi je les élève de façon à ce qu'ils s'en soient fiers. Alors après c'est difficile parce qu'il nous manque. Il faut imaginer que là, avant la détention, Salah il avait des restrictions de mouvement. Donc nous on l'a pas vu depuis mai 2021. Donc ma fille, elle avait 11 jours quand il est parti et elle a 18 mois. Donc c'est-à-dire qu'elle l'a jamais revu, son père, depuis qu'elle était tout bébé. Et notre fils, lui qui est plus âgé, lui par contre à l'inverse, il avait l'habitude de voir régulièrement son père et il a aussi un vrai manque. Donc c'est difficile, mais on tient parce que déjà, comme tu dis, lui, il est très fort et on puise aussi notre courage dans sa force, mais aussi parce que son combat est noble, son combat est juste, et ce qui est injuste, c'est ce qui lui arrive et ce qui arrive aux prisonniers politiques palestiniens. D'ailleurs, c'est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien aujourd'hui. Oui. Le 29 novembre. Sachez le Nadia Chérif, Elsa Lefort est là, épouse courageuse comme son mari, ici avec nous. Je suis heureuse de la rencontrer et de la voir, et justement je lui manifeste mon admiration, et en tant que femme d'un mari qui subit ce qu'il a subi actuellement, et puis aussi gérer les enfants, le quotidien, parce qu'il y a le quotidien aussi à gérer autour. Mais comme vous dites, c'est une action noble, mais il faut la signaler comme vous le faites ici. Mais jusqu'à quand? Parce que ce n'est pas la première fois qu'il se fait arrêter. Ce n'est pas la première fois qu'on entend ce type de situation dans ce pays. Moi, je n'ai rien contre Israël. Hein. Voilà. Mais à côté de ça, on parle de démocratie, mais il y a des actions telles que celle-ci qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Et là, ce n'est pas normal. Des Salah, il y en a plein, hein, oui, malheureusement. Il y en a plein. Malheureusement. Oui. On n'en parle pas, mais il y en a plein. Elsa, oui. tu me le confirmes, il y en a plein des Salah Hamouri. Oui, dans les geôles israéliennes. Oui, ils sont plus de 900 en détention administrative, donc sans charge ni jugement, mais ils sont plus de 4000 en prisonniers politiques. Et dans la société palestinienne, la détention, c'est vraiment quelque chose qui est central dans toutes les familles. Il y a des prisonniers, des anciens prisonniers, des futurs prisonniers, et puis il n'y a pas d'âge. Il y a des gamins qui sont mis en détention, et ça a notamment des grosses répercussions sur eux, sur leur scolarité, parce qu'ils sont interdits d'étudier. Il y a des enfants qui sont placés à l'isolement et qui développent aussi des troubles psy. Voilà, enfin, il y a des hommes, des femmes, des parlementaires. Voilà, c'est vraiment un outil qui est utilisé pour sanctionner toute la société palestinienne. Et effectivement, des Salah, il faut l'imaginer étant un parmi des milliers, malheureusement. Ouais. Farid Tamsamani, oui. Quand on écoute Elsa Lefort, la diplomatie française, en fait, on le dit régulièrement ici, mais elle ne pèse plus rien, quoi. Oh, je dirais pas ça. Quel est son poids alors réel aujourd'hui? Son poids sur la planète ou en Israël? En Israël particulièrement, là. En Israël, cette affaire-là. Non, parce que en Israël, je pense qu'il n'y a aucune diplomatie qui compte, tout simplement, que ce soit française ou pas française. La réalité, elle est celle-ci. Après, on a dit, enfin, si j'ai bien entendu, en fait, il y a quand même une intervention des services consulaires au minimum, en tout cas auprès de... C'est un minimum. Ouais, c'est le minimum, mais dans tous les pays, tous les pays ne l'ont pas, hein, voilà, ouais, apparemment. Ouais. Et puis, je crois qu'enfin, l'ambassadeur, enfin, la difficulté, c'est que la France est à mauvaise presse en Israël. Je parle des services consulaires et de l'ambassadeur en personne. Donc du coup, c'est pas nouveau. Maintenant, il faut maintenir une pression. Il y a des négociations en dehors du cas présent, des négociations globales sur d'autres sujets, et ça peut rentrer en ligne de compte pour essayer de faire sortir Salah Hamouri. La difficulté, si je dis pas de bêtises, c'est une détention administrative. Et donc du coup, qui dit détention administrative, surtout dans un pays comme Israël, c'est sans limite en fait. C'est ça, c'est sans limite, sans charge, en plus, faut le dire et rappeler, Elsa. Que reproche-t-on à Salah? On ne le sait pas.
Non, et puis la dernière fois, en 2017-2018... Comment ça, si non, si tu le sais, toi, dis-nous. Elle le dit, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on lui reproche, c'est son action. Oui, mais c'est pas dit clairement. C'est pas mentionné. En fait, c'est pas mentionné. Les détenus administratifs, c'est l'équivalent d'une garde à vue, sauf qu'elle dure 6 mois ou 3 mois. C'est la police militaire, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Donc ils considèrent, attention, je dis bien ils considèrent que c'est une menace pour eux. Donc quand on dit on ne sait pas de quoi il est accusé, malheureusement, eux ils l'expriment comme ça, pas publiquement probablement, mais on va pas se mentir, ça c'est leur vision des choses. Oui, mais dans une démocratie, vous avez des charges, vous avez un dossier. Là, en l'occurrence, le dossier, tout est classé secret. Donc, ni Salah, ni ses avocats, ni la diplomatie française, ni personne. C'est pour ça que c'est mené par la police militaire et que c'est une détention administrative. Elle est là, la difficulté. Et ils l'ont parfaitement compris. Il n'est pas accusé de quelque chose de pénalement répréhensible ou civilement répréhensible. Il est accusé, c'est par la police militaire. Et ça, effectivement, c'est délicat. Raison de plus pour que la France exige sa libération, puisqu'il n'est pas inculpé. Ouais. Complètement. Et Jimmy? Oui, alors 3 choses. Je reviendrai sur 3 choses. Sur la diplomatie en elle-même, évidemment, il faut qu'Elsa elle a raison de tirer d'utiliser tous les leviers qui se présentent à elle. Malheureusement, je dirais, pour être rationnel, il y a ce que présente la diplomatie et ce qu'elle fait effectivement lorsque cette... vous savez, c'est comme une vitrine en fait. Je pense surtout, et ça c'est le deuxième point, face à cet élément, face à ce calvaire enfin, que vit son mari, et je suis encore une fois, je suis assez admiratif d'Elsa, je pense qu'on ne devrait pas compter sur la diplomatie française en fait. On devrait construire une solidarité, c'est une solidarité qu'on devrait tous construire pour aider son mari, parce que c'est important, parce que ce qui se passe... Comment tu veux l'aider puisque attendez, on arrive à ce qu'on s'interconnecte tous avec les réseaux sociaux, etc. pour des futilités, pour une Coupe du Monde, et on ne serait pas capable de s'organiser pour aider un homme en train d'être jugé par une autorité qui est, utilisons... Oui, mais comment tu fais avec une autorité qui n'en a rien à faire de tout le monde? Tu l'articules comment? Moi, voilà. J'entends ce que tu dis. Et ça a du sens, mais tu l'articules comment pour qu'il y ait une réelle action et derrière ce soit quelque chose qui puisse être tissé comme on fait d'habitude, il faut qu'il y ait... Déjà, il faut en parler, il a raison, Jimmy. D'abord, il faut en parler, discuter, débattre, créer des comités de défense. Il faut créer des manifs. Alors, on va en manif pour défendre des fois des futilités pour avoir... je sais pas, des belles voix, puis on serait pas capable de faire des manifs pour aider un camarade qui est littéralement matraqué par une autorité. Encore une fois, c'est le 3e point sur lequel je veux revenir. Appelons un chat un chat. Israël n'est pas une démocratie. Le gouvernement israélien a un projet de domination, de colonisation, on le sait, en Palestine. Moi, j'ai pas peur d'utiliser certains termes. C'est un gouvernement impérialo-sioniste. Et à partir du moment où vous êtes un obstacle politique, que ce soit au niveau individuel, au niveau du militantisme individuel ou collectivement ou individuellement, à partir du moment où vous mettez en exergue vos convictions anticolonialistes, démocratiques, et qui se rendent vers la paix en Palestine, parce que les Palestiniens, ça fait des décennies qu'ils sont matraqués, théorisés par l'impérialo-sionisme. À partir de ce moment-là, le gouvernement israélien n'hésite pas à faire des descentes, ils oppriment, ils enferment, et face à ça, on ne peut pas rester passif. C'est ce que je dis. Après, concrètement, encore une fois, on fait des manifs pour des futilités en France. Donc, on peut faire des manifs pour un camarade qui est enfermé. Demandons à Elsa qu'est-ce qu'il en est de la solidarité, justement, avec Salah Hamouri, Elsa. Comment tu la qualifies? Est-ce qu'elle s'est un petit peu éteinte ces derniers mois? Est-ce que finalement, pardonne-moi ce terme, mais est-ce que les gens se sont habitués à l'horreur, à l'injustice? Je dirais pas ça parce que... Pas toi, mais évidemment les gens. Solidarité. Mais même la solidarité, je trouve qu'au contraire, elle grandit, elle se diversifie. Faut imaginer que la première fois qu'on a entendu parler de Salah quand il était en prison, il a été emprisonné en 2005. Donc à l'époque, on avait
fait un comité de soutien. Et c'était vraiment quasiment que des militants, notamment engagés auprès du peuple palestinien. C'était vraiment, on va dire, restreint dans le champ d'action. Maintenant, ça s'est élargi. Il y a des syndicats, des partis politiques, des ONG, des parlementaires, des villes. Salah, il a été fait citoyen d'honneur de plusieurs villes. Oui, côté de Ivry notamment. Ivry, Stein, Gennevilliers, je vais en oublier si je me lance dans la liste, en fait, moi je suis un peu en désaccord avec Jimmy sur le fait que, alors oui, créer de la solidarité, ça c'est important. C'est ce qu'on s'attelle à faire. Maintenant, cette solidarité, il faut bien qu'elle s'adresse à quelqu'un. Et en l'occurrence, pour moi, la diplomatie française, elle a une responsabilité envers ce citoyen. Elle ne peut pas l'abandonner. Alors, on pense qu'on veut de la diplomatie française et on a ou pas des espoirs qu'elle agisse. Mais en l'occurrence, il y a une responsabilité. Partout dans le monde, la diplomatie française se mobilise quand il y a des Français qui sont détenus, y compris quand ils sont inculpés, y compris pour des trucs plus ou moins louches. Mais là, on ne peut pas les laisser ne pas agir. Et je pense que c'est effectivement la mobilisation citoyenne, populaire, qui a permis que la diplomatie française, elle s'est pas faite toute seule avec cette idée, ces revendications de dire on veut que Salah soit libéré. Si on n'était pas allé les trouver, bon, Salah, il resterait le dossier caché sous le tapis du Quai d'Orsay. Mais au contraire, je pense que ça a aidé à changer les lignes, parce que ils se sont dit on ne peut pas ne rien faire. Maintenant, le problème, c'est que ça manque d'intensité. Comment est-ce que... Moi, je ne sais pas. En fait, quand je vous dis la diplomatie française que je vous ai décrit, j'en sais pas plus, en fait. Je ne sais pas comment est-ce que c'est fait. Est-ce qu'il y a des pressions? Ça, j'en ai aucune idée. Et c'est ça qui manque. Quand ça fait 9 mois que vous demandez à ce qu'un citoyen français soit libéré et que, au fil des mois, la situation, elle s'est aggravée. Salah, il a été transféré dans une prison de haute sécurité. Il est où actuellement, là, Elsa? Il est dans la prison d'Adarim de haute sécurité. Et quand il a fait la grève de la faim, ils l'ont mis à l'isolement pendant 17 jours, tout seul dans une cellule. Il avait pas le droit de sortir, il avait juste le droit d'aller prendre des douches, il les prenait menottés, il n'avait pas le droit à rien, ni photo, ni livre, rien du tout, quoi. Donc au fil des mois, sa situation, elle s'est empirée. Donc le vrai problème, c'est qu'est-ce que fait concrètement, quels moyens sont concrètement mis par la diplomatie française pour obtenir ça. Parce que pour moi, la solution, il n'y a pas de justice. Moi, je pense pas qu'on peut trouver de la justice dans les tribunaux militaires. Ça, c'est impossible. Pour moi, la détention de Salah, elle est politique. Donc, face à ça, il faut apporter une réponse politique. Ouais. Et la France est censée peser dans le game un peu, censée, hein, mais il faut qu'elle le veuille. Parce que si la France veut avoir un rôle à jouer au plan international et en particulier au Proche-Orient, il faut que déjà qu'elle commence à résoudre le problème de son citoyen incarcéré sans motif. Si elle ne résout pas ce problème-là, comment elle peut prétendre avoir un rôle dans la région ou ailleurs, plus largement? Là, on parle vraiment de juste résoudre la situation d'un Français détenu sans charge et dont la vie, depuis 20 ans, est complètement on cherche à le faire craquer, en fait. Oui, le but, c'est le but, ils lui ont dit clairement. Hein. D'ailleurs, quand il était en grève de la faim, ils lui ont redit. Et ils lui ont dit, allez, si tu acceptes d'être expulsé en France, on te libère tout de suite. Ouais. C'est le but, de le contraindre à l'exil. Et ça fait partie, il n'y a pas que Salah qui est visé, ça fait partie d'une politique globale. Salah, il est palestinien de Jérusalem. Il y a un véritable enjeu de démographie, de poids démographique à Jérusalem. Et tous les Palestiniens risquent d'être expulsés parce que il faut que Israël veut gagner la balance démographique dans cette ville. Donc voilà, c'est clair et net. Salah, ils veulent qu'il s'en aille et ils lui ont dit, ils lui ont redit. Donc ouais, alors le but, on l'a bien compris. Elsa, on va aussi, parce que c'est un peu la raison de ta venue, parler de cette fédération qui va te remettre un prix que tu vas, c'est à toi qu'on va le remettre, puisque Salah n'est pas là, évidemment, pour l'accepter. C'est quoi ce prix ?
Alors, c'est le prix de la Fondation A4, le prix des défenseurs des droits humains, qui va être remis effectivement jeudi soir. En mon nom, enfin qui va m'être remis et donc il est remis à Salah pour soutenir son combat en tant que défenseur des droits humains actuellement empêché d'exercer, actuellement incarcéré, et plus largement c'est un prix qui se veut si je ne m'abuse, reconnaître aussi le travail effectué par tous les défenseurs des droits humains entravés, palestiniens qui sont entravés dans leur travail actuellement. D'accord, donc ça se passe jeudi soir, hein, c'est ce 1er décembre, ce prix qui va être remis. Quel symbole il a pour toi ? Pour nous, c'est important. C'est ton portable qui sonne, là, Elsa ? Non. Non, j'allais dire c'est l'Élysée qui t'appelle peut-être. Non. Voilà. Oui. Très bien, pardon Elsa. Donc je te disais quel symbole il a ce prix. Pour nous c'est important parce que comme on le disait, ça fait des mois, même des années qu'on clame qu'il y a une injustice envers Salah, qu'il est harcelé politiquement, que c'est vraiment un harcèlement d'État. Et la diplomatie française, elle est timide. Et si on restait juste face à ça, on finirait par baisser les bras, par se dire bon, ok, le combat il est ingagnable, on est seul face à un État, et quel État. Et quand on a des fondations comme la Fondation A4 qui reconnaissent le travail et l'engagement de Salah, effectivement, on les salue. Pour nous, ça nous conforte dans l'idée que déjà, il n'est pas seul et que son travail et le chemin qu'il mène pour dénoncer les crimes de l'occupation, il pourra le continuer malgré la répression, parce qu'on est soutenu en France et aussi au-delà des frontières. Et si Salah avait été ukrainien, le problème aurait vite réglé, hein. Elsa. Disons que la diplomatie française, elle peut pas tracer une ligne je suis d'accord avec toi, hein, elle peut pas tracer une ligne de démarcation entre les citoyens. Si elle a aidé des citoyens sous prétexte qu'ils étaient journalistes, elle a tout fait pour les délivrer. Il faut qu'elle fasse ce qu'il faut pour Salah aussi. Sinon, si elle trace des lignes de démarcation entre les citoyens, et c'est pas admissible pour des entités qui se disent pour une diplomatie, en fait. Moi, j'ai cru comprendre que les relations franco-israéliennes n'étaient pas au beau fixe non plus. Je ne sais pas, peut-être en tout cas. La question, elle est toute simple, et Jimmy en parlait aussi un petit peu tout à l'heure. Les auditeurs qui nous écoutent, qui peut-être, j'espère, n'ont pas appris cette histoire, parce que j'espère qu'ils en ont entendu parler, de Salah Hamouri, donc en prison, on le rappelle, de manière arbitraire, sans aucune charge retenue contre lui, officiellement, hein, bien que Farid nous disait effectivement on sait ce qu'on lui reproche, oui, mais voilà, c'est pas inscrit, c'est pas indiqué. Pour le coup, Elsa, qu'as-tu à répondre aux auditrices et auditeurs qui te disent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Salah Hamouri ? De quelle manière peut-on l'aider ? Peut-on vous aider ? Parce que voilà, c'est votre famille. Il y a plein de manières en fonction de qui on est, qui on connaît pas. Déjà, effectivement, en parler, c'est important. Alors, on n'a pas tous une émission de radio à laquelle on peut participer, mais on peut tous avoir des réseaux sociaux. Donc, effectivement, en parler sur les réseaux sociaux. Nous, le comité de soutien à Salah, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Donc, c'est Liberté pour Salah Hamouri ou Libérer Salah, Libérer EZ Salah. Donc déjà, relayer tout ce qui peut être fait. Régulièrement, nous, dans nos postes, on appelle à interpeller les autorités françaises, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le poids que... on parlait tout à l'heure de manifestations, mais la mobilisation en ligne, elle est aussi importante. Et en tout cas, elle est entendue par la diplomatie française, parce que voilà, ils m'en parlent souvent de ce qui peut être fait sur Twitter notamment, mais ils ont reçu aussi des centaines de lettres, des emails, etc. Interpeller son député aussi ? Effectivement, on peut interpeller son député. Il y a déjà pas mal de députés qui se sont positionnés, mais... pas Meir Habib, hein, visiblement. Voilà, effectivement, il y en a qui ont... Et puis les 89 autres, on n'a pas non plus envie du tout qui se saisissent de ce dossier. Mais effectivement, interpeller son député pour que lui-même interpelle la diplomatie française.
Dans des villes, je le disais tout à l'heure, il y a des villes qui ont fait Salah citoyen d'honneur. Il y a d'autres villes qui ont voté des vœux en conseil municipal pour soutenir Salah. Tout ça, en tant que citoyen, on peut aussi aller voir son maire ou son élu à la vie internationale ou que sais-je, pour lui dire, voilà, nous, c'est un combat qu'on voudrait mettre en lumière et qui nous semble intéressant à porter. Voilà, effectivement, il y a pas mal de choses. Après, pour les artistes, si on connaît des journalistes, si on connaît pas mal de... Il y a pas mal de... En fait, chacun peut agir à son sa niveau. manière. Voilà. Dans un instant, je te poserai une question clairement, mon Farid. Oui. Pourquoi toutes des communes qui ont fait Salah citoyen d'honneur ont un point commun? Oui, elles ont un point commun. Lequel, tu le sais? J'ose imaginer. Oui, voilà. Comment on explique ça? Alors, je peux l'expliquer sans que ça soit interprété de manière personnelle. On va mettre un peu de pub, comme ça tu as le temps d'y réfléchir. Non, j'ai la réponse. J'ai pas envie que tu aies d'ennui, tu vois, mon Farid. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il faut toujours faire la pédagogie en amont avant que ça soit mal interprété. Voilà, je te propose de faire une petite pub. Elsa, tu restes encore un petit peu avec nous? Oui, bien sûr. T'es sûr. bien ici, t'es à la maison, tout ça. Oui. Et je te dis, je prends les auditeurs à témoin, la prochaine fois que tu viens, c'est avec ça là. Avec plaisir. J'imagine. J'espère bien. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, avec mes amis Farid Tamsamani, Nadia Sherif, avec Jimmy Dalidou. Et évidemment, Elsa Lefort qui est avec nous, invitée, épouse de Salah Hamouri. Évidemment, toujours incarcérée de manière arbitraire et sans charge, sans aucune raison contre lui. Elsa est avec nous, bien sûr, pour nous parler aussi de ce prix qui va lui être remis et que Elsa va récupérer donc jeudi soir par la fondation qui s'appelle ACAT, d'accord. Donc prix, citoyen des droits humains. Oui. C'est ça. Alors, je posais la question à Farid Tamsamani juste avant la pause. Pourquoi? Et pourquoi tu l'as posé à moi là? J'en sais rien, je sais pas. Bizarrement. Bizarrement, ouais, je sais pas. Peut-être que les camarades ont une idée aussi, mais pourquoi sur le plateau alors? S'il te plaît, Farid, pourquoi les municipalités qui ont fait Salah Hamouri citoyen d'honneur, on va le dire clairement, sont toutes communistes? Pour beaucoup en tout cas. Presque. En tout cas d'extrême gauche. C'est la gauche quoi en général. La plupart. On connaît pas de mairie de droite qui a fait Salah Hamouri citoyen d'honneur. Non. Pas à ma connaissance. Non, voilà, merci Elsa. Pas à ma connaissance. Voilà. Pour une raison très simple. Pourquoi? Selon moi. Et encore une fois, je tiens par avance à m'excuser parce que ça n'est pas personnel, ça n'est pas concernant le cas en l'occurrence. C'est que je pense qu'il y a une partie des politiques, en tout cas d'extrême gauche, qui font ce qu'on appelle du clientélisme sur un certain nombre de sujets. Et le sujet global lié à la Palestine est un sujet qui marque beaucoup et qui permet d'obtenir clairement un certain nombre de voix dans un certain nombre de communes. Néanmoins, si j'avais un conseil à donner en dehors de ces communes-là, effectivement, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de communes qui ne sont pas de cette étiquette politique et qu'il faudrait peut-être aller voir. Et le deuxième conseil que je donne d'un point de vue diplomatique, parce que la diplomatie ne se fait pas dans les municipalités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça à travers ces municipalités-là. Je dis que ça n'a aucun impact sur la politique du Quai d'Orsay. Ça, je vous le garantis. Je peux vous vendre des formations si vous voulez, ou tout ce que vous voulez, comment changer la politique, ou en tout cas la vision d'un État sur sa politique diplomatique. C'est surtout pas en passant par les collectivités. Il faut le faire quand on n'a pas d'autres leviers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est surtout pas comme ça. Vous avez aujourd'hui même des groupes à l'Assemblée qui sont absolument pas du tout influents dans quoi que ce soit vis-à-vis de la politique diplomatique. Ça nécessite... Il y a un élément sur lequel, effectivement, les gens peuvent jouer, c'est la masse des gens. La masse des gens, et ça, effectivement, ça a un impact. Le jour où demain, vous avez... Tout à l'heure, quelqu'un parlait de manifestation, je crois que c'était Jimmy. Voilà, le jour où tous les jours, tous les matins, vous allez avoir tant de personnes qui manifestent auprès de l'Élysée, je peux vous dire que petit à petit, les choses, elles évoluent. Ouais. En l'occurrence, dans ce conflit-là, parce qu'en vérité, en dehors de Salah Hamouri, c'est la politique de l'État français vis-à-vis d'Israël qui est en jeu, en réalité. Et celle-ci, vous avez des lobbying qui sont puissants. Dans les deux camps. La difficulté, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus puissant que l'autre, pour l'instant. Et donc, du coup, ça a un impact. Alors, est-ce que ces municipalités-là font plus que ça ? Derrière, une fois qu'ils ont célébré, enfin, pas célébré, pardon, c'est pas le bon mot, mais une fois qu'ils ont décerné ce titre à Salah Hamouri, est-ce que ça va beaucoup plus loin que ça ? Je ne suis pas certain. Soit par naïveté, soit par non-volonté aussi.
parce qu'il y a aussi de l'hypocrisie de la part de ces communes-là, de dire, voilà, on fait ça pour l'affichage, mais quand on va un peu plus loin, en réalité, ça nous intéresse moins. Je ne veux pas préciser le type de commune pour pas froisser individuellement les gens, mais en fait, il y a aussi de cela. Donc, pour revenir à ta question purement et simplement, Christophe, pourquoi ce sont essentiellement des communes de ce bord politique et pas du reste, pas forcément de droite, même des communes de gauche, on va dire républicaine, classiques, elles le font pas forcément parce que en fait il y a un impact qui est lourd vis-à-vis du lobbying qui existe dans la société française pour l'État d'Israël, il faut l'avouer également. Je rappelle qu'on a un député français où on s'interroge parfois s'il est député français ou député... Non, on s'interroge plus, ça y est, on a trouvé la réponse. Si, on s'interroge, si tu es obligé de t'interroger parce qu'officiellement... Même les collègues députés le savent. Oui, mais c'est hallucinant quand même. Donc pour vous dire jusqu'où ça peut aller, le lobbying. Et le lobbying, moi je le dis très souvent, que ce soit sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, c'est une méthode, c'est une méthodologie, c'est des techniques qu'il faut savoir utiliser aussi pour soi, quand on défend une cause, ou en l'occurrence, et ne pas uniquement... Et là, alors, je vais peut-être laisser répondre Elsa, qui a peut-être... voilà. Mais du coup, j'avais une question, toutes ces villes qui ne font pas ça, la citoyen d'honneur, en raison d'un lobby qui serait fort, c'est aussi une des raisons. C'est aussi du clientélisme, du coup. Probablement. Ça dépend. Parce que, à l'inverse, moi, je suis vraiment pas d'accord sur l'histoire de clientélisme, parce qu'en l'occurrence, et si là je pense par exemple à Azin Taibi à Stein, le fait de s'engager pour la Palestine lui a plus coûté. Pas électoralement en tout cas. Pas électoralement, mais à mon avis, c'est pas sur ça que les gens les lisent pas pour ça. Je pense qu'ils les lisent aussi pour tout ce qu'il fait pour les Stanoises et les Stanois. Mais bon, après, je suis pas une spécialiste de la politique. Bien sûr, c'est global. Mais il faut pas minorer cet élément-là dans une partie de la population. Et là où bien sûr qu'il y a des gens à qui ça va parler. Et moi la première, en fait, les prises de position, mais sur d'autres sujets. Il n'y a pas que sur la Palestine. Exactement. On a tous des points d'accroche de pourquoi est-ce qu'on va voter pour telle ou telle personne. Et il y a aussi des points de non-retour, des prises de position de certains élus ou de certains politiques qui font que moi, je ne voterai jamais pour telle ou telle personne parce que sur tel point... Ça s'appelle le self-intérêt. D'accord, c'est là où on considère que nos priorités sont celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et effectivement, là où je minore malheureusement votre propos, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des communes, par exemple... Du verbe minorer, c'est ça? Comment? Du verbe minorer? Ouais, non, ce que je veux dire par là, c'est que qui électoralement aurait un intérêt, par exemple, à faire la même chose, et qu'ils ne le font pas. Oui. Jimmy, pourquoi tu n'es pas d'accord? Alors, deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec toi, Farid. La première chose, c'est que je ne sais pas ce que... Ce n'est pas la première fois où alors d'abord, communiste, je ne sais pas ce que vous appelez... Alors, encore une fois, c'est pas... sur le cadre général, c'est pas... il y a communistes et communistes, parce que si tu me parles du PCF, ils sont pas communistes depuis belle lurette, ça fait belle lurette qu'ils ont basculé dans la social-démocratie et qui sont beaucoup plus à droite que ça. Ou alors ils sont restés communistes et les autres ont basculé. Je vous rappellerai Moi je pense que c'est plutôt ça. Je vous rappellerai que le PCF, depuis que la ligne véritablement communiste a été finalisée, la destruction de la ligne communiste a été finalisée par Georges Marchais, et ça avait été commencé bien avant. Robert Hue, il a juste finalisé 2-3 éléments, mais ça fait belle lurette que le PCF n'est plus communiste. Bref, ça déjà je suis pas d'accord. Donc tu disais extrême gauche. La véritable extrême gauche, tu les vois même pas dans les médias. La véritable extrême gauche, c'est ceux justement qui sont dans le manif, qui se lèvent tous les matins à 4h du mat, sans médias, sans personne autour d'eux, et qui distribuent des tracts. Elle est là, l'extrême gauche. Et la deuxième chose sur laquelle je suis pas d'accord, c'est que tu disais que tu traces une ligne de démarcation entre le territorial et le national. Non, je crois qu'effectivement, je pense qu'il faut mettre, tu me parlais de la masse, effectivement, lorsque la masse en mouvement, en tout cas une fraction de la masse se met en mouvement pour défendre une conviction, ça passe d'abord par les collectivités territoriales. On est tous interconnectés maintenant. Alors ça ne veut pas dire d'être subordonné au conseil municipal, à la mairie, et tout se passe dans les comités de quartier, par exemple. Et si tu mets le paquet sur des comités de quartier, des comités de défense qui s'organisent au niveau des quartiers, au niveau des collectivités territoriales, indépendamment des entités représentant l'État dans ces zones, alors tout le monde à un moment s'interconnecte, s'organise, et on peut réussir à faire quelque chose. J'aimerais beaucoup te croire. Tu ne te souviens pas des Gilets jaunes? Non. Comment? Les Gilets jaunes, au départ, c'était pas du national, les Gilets jaunes. Quel est l'impact? C'est parti dans les quartiers. C'est pas les quartiers populaires. C'est parti d'une manière fractionnée, disséminée, et ça, c'est à un moment, tout le monde a convergé. C'est comme ça que ça part. Alors l'impact après.
L'impact. Parce que l'impact, ça dépend du rapport de force. Si tu prends exactement... après, il faut créer le rapport de force. Si tu prends exactement mon propos, le rapport de force. Si tu prends exactement mon propos, j'ai dit que le fait que des communes s'emparer du sujet n'avait aucun impact sur la politique diplomatique de l'État français. Et je vais même aller plus loin. Des députés de la nation française qui siègent à l'Assemblée... Si la population se met en mouvement au niveau des tu parles de la population ou des mairies? Non, mais je parle de... C'est pas pareil. C'est un tout, en fait. Ça peut partir... indépendamment de la position... Moi, je crois davantage aux populations qu'à la mairie, par exemple. Oui, mais la mairie est le relais d'une population. Et en fait, moi, je pense que tous ces éléments, que ce soit effectivement des groupes de citoyens, une mairie, parce que vous dites vous n'êtes pas allé chercher les autres, mais en fait moi je vais chercher personne. En l'occurrence c'est Mirella d'elle-même. Je sais pas si, pardonnez-moi. Non mais d'elle-même elles ont voulu se positionner et affirmer le soutien à Salah Hamouri, et en général, alors c'est pas vrai ça s'arrête là, non. En dehors de ça, en général, ils écrivent aussi au MAE, enfin à la ministre des Affaires étrangères, ils écrivent aussi à Emmanuel Macron. Ils font à leur échelle. Après, moi, je pense que leur action permet et a permis la mobilisation aussi des parlementaires. Il y a énormément de parlementaires qui soutiennent Salah, aussi bien à l'Assemblée et au Sénat. Et tout ça permet d'avoir un impact sur le fait que c'est pas juste une bande d'illuminés qui sont mobilisés autour de Salah, mais aussi des élus locaux, aussi des parlementaires, aussi le syndicat des avocats de France a voté une motion lors de son dernier congrès, voilà, des confrères de Salah qui disent en tant qu'avocat... Oui, c'est vrai, tiens, les confrères, ils se mobilisent. Le syndicat des avocats de France, effectivement, dit, reconnaît le fait que Salah, il est harcelé en raison de son activité d'avocat et qu'il est actuellement entravé. Alors, il ne peut pas plaider. Même avant d'être en prison, il n'avait pas le droit d'accéder aux tribunaux. Enfin, voilà, son activité de défenseur des droits humains est entravée par l'occupation, et le syndicat des avocats de France, quand il se positionne, tout ça a en fait un impact sur la diplomatie. Manifestement pas assez. Pas assez, mais on revient de loin. Quand je parlais de 2005-2006, les premières fois où on a entendu parler de Salah, c'était vraiment confidentiel, comme je le disais. Donc, c'est long. Et en plus, je vous parle, moi, en tant que... pas juste que défenseuse des droits humains, mais aussi en tant que femme de la personne dont on parle. Je ne parle pas juste d'un dossier, où je parle aussi de mon mari, du père de mes enfants, que tous les jours, on aimerait avoir auprès de nous. C'est extrêmement long. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé mon propos. Oui, mais c'est long, mais moi, je constate que ça change. Bien distinguer les choses. Il y a la dernière, en 2005, du coup, c'était sous Nicolas Sarkozy. Il n'a pas demandé au Premier ministre israélien de libérer Salah à l'époque. Pareil, ensuite. Chirac 2005. Ouais. Oui, pardon, Chirac. Mais après, c'était Sarkozy. Oui. Et il a été aussi incarcéré sous Hollande. Il n'y a pas que les Coupes du Monde qui rassemblent. Enfin, il n'y a pas que pendant les Coupes du Monde que Salah est en détention, mais à chaque président français. Et là, c'est la première fois qu'un président pousse le truc. En tout cas, c'est la première fois que sur le site de l'Élysée, il y a la mention de Salah Hamouri. Tu veux dire, Elsa, clairement qu'aujourd'hui, parmi les présidents qu'on a cités, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, tu sens qu'il s'intéresse, tu sens qu'il essaye d'agir. Tu sens que c'est le président qui essaye le plus d'agir. C'est affiché, maintenant je suis pas naïve et je suis pas un relais de la politique présidentielle, mais en tout cas ils essayent d'agir. Maintenant, je suis persuadée que la liberté de Salah et sa liberté de vivre à Jérusalem, elle est vraiment dans les mains d'Emmanuel Macron, et qu'il faut qu'il passe un cran supérieur, parce que ça suffit pas. Et ça suffit pas. Je pense que la mobilisation qui grandit permet, et aussi le fait d'être soutenu par l'ACAT, la fondation ACAT qui remet ce prix à Salah. On est soutenu par d'autres ONG comme Amnesty International, la FIDH, la LDH, et j'en passe. Ça a un poids, parce que c'est pas juste moi qui vous dis c'est injuste, mon mari, il faut le libérer, mais c'est des gens qui, toutes ces ONG se positionnent sur des cas en ayant bien étudié le dossier. C'est pas moi, on va dire que ça peut être sentimental et que voilà, je suis aveuglée par l'amour, mais c'est vrai. Regarde dans quel état je suis. Hein, imagine le bordel. Hein. Elsa, deux choses pour terminer. De quelle manière on peut... Voilà, les réseaux sociaux, dis-nous tout. On veut savoir, là, les auditrices, auditeurs, la France veut savoir, Elsa. La France de la justice.
Ben voilà, en interpellant au maximum. Mais du coup, essayons de mobiliser aussi. Mais on peut te suivre sur les réseaux, on suit quoi alors, pour avoir des nouvelles de Salah, par exemple. Par exemple, sur Twitter, il y a Libérer Salah, Libérer EZ Salah, ou moi, Elsa Lefort. Sur Facebook, c'est Liberté pour Salah Hamouri. Sur Insta, Libérer Salah EZ. Il y a le hashtag Libérer Salah EZ. Voilà. Et, tu utilises TikTok? Non. Va falloir. Les lives TikTok, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il va t'initier là, Jimmy. Elsa, pour finir, cette interview très intéressante comme à chaque fois, et j'aimerais te revoir dans d'autres conditions. Notamment, je l'ai dit la prochaine fois avec Salah, ici dans le studio. On prend rendez-vous, on prend acte. Est-ce qu'on peut assister à la remise du prix ou pas? C'est public, c'est privé, c'est comment? Ah, quoi? Tu sais pas? C'est sur invitation. Sur invitation, d'accord. Et comment on fait pour être invité? Parce que Farid, il m'a dit j'aimerais bien être invité. On va s'arranger. D'accord, très bien. C'est comme ça. Très bien. Il y a des chances, malheureusement. Oui. Écoute, Elsa, on te souhaite en tout cas. On rappelle, c'est dimanche. Dimanche, une nouvelle audience qui est prévue. C'est même pas une audience en fait. Ah bon, c'est une rendue de décision. Voilà, c'est un papier en fait, une décision militaire qui est prise. Salah, il sera pas forcément présenté devant un tribunal. Ils vont peut-être juste, en fonction de ce que c'est, ils vont peut-être juste lui donner dans sa prison et ce sera envoyé aux avocats et on saura du coup est-ce qu'il faut qu'ils aillent à la prison pour l'accueillir ou est-ce que c'est reparti pour un tour quoi. On s'appelle lundi pour de bonnes nouvelles, Elsa. J'espère, oui. Non, on n'a plus le temps, Farid. Merci beaucoup, Elsa Lefort, en tout cas, d'être venue sur France Maghreb 2. C'est un grand plaisir, en tout cas, comme à chaque fois, et bon courage. Merci pour l'invitation. l'invitation. Gros bisous aux enfants, Elsa. Merci pour le soutien. Alors, on est toujours là. T'es comme Merci. à la maison, je t'ai dit, ici. Dans un instant, la belle histoire des génériques. Et puis, on va parler un peu de notre sujet. Alors, très raccourci, du RER, les projets d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, avec tout de suite l'heure de retrouver Mam pour la belle histoire des génériques qui revient sur une émission très connue à l'époque et qui faisait remuer les popotins sur France 2. Émission à l'époque sur Antenne 2. Merci beaucoup Mam. Ça...